Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission C'est quoi un film de Une série documentaire sur des cinéastes originaux et influents. Vous l'aurez compris, un projet comme Dubaï ne ressortira pas tout de suite, mais je me laisse la possibilité d'en refaire. Au cours des épisodes, j'explorerai la vie et l'œuvre des réalisateurs ou de réalisatrices de cinéma, en présentant un point de vue sur cet auteur en quelques concepts clés. L'esthétique de ces vidéos sera directement inspirée de celle des cinéastes évoqués. Bienvenue dans CQFD. Aujourd'hui, je suis dans un ancien abattoir au sud de Paris. C'est le lieu parfait pour parler de l'univers industriel et étrange de David Lynch, particulièrement présent dans ses premiers films. David Lynch naît en 1946 dans le Montana et déménage de ville en ville durant son enfance. Il montre très tôt un don pour le dessin et est poussé par sa mère dans sa créativité. Alors qu'il déteste l'école, un de ses amis lui présente un jour son père, l'artiste peintre Bushnell Killer. C'est une révélation pour Lynch qui découvre qu'on peut vivre de son art et de sa peinture. C'est l'événement fondateur qui pourrait résumer à lui seul ce qu'il poursuivra tout au long de sa vie, la vie d'artiste. Il se met alors sérieusement à la peinture en prenant un studio avec le futur chef décorateur Jack Fisk, puis part, après le lycée, étudier les beaux-arts à Washington puis Philadelphie. C'est là-bas qu'il découvre un univers industriel et menaçant qui l'inspirera tant dans Eraserhead. Il habitera même à 2 pas d'une morgue, renforçant ce monde bizarre et étrange. Il y vit un autre événement fondateur. Alors qu'il peint une forêt, il croit entendre une brise et voir les arbres du tableau bouger. C'est maintenant vers le cinéma qu'il souhaite aller. Il se livre d'abord à des expériences filmées relevant plutôt de l'art plastique, mais réalise ensuite plusieurs courts-métrages avant d'être admis à l'American Film Institute, où il finira par voir champ libre dans les anciennes étables de l'école dans lesquelles il tournera Eraserhead. Ce premier film prendra 7 ans à être tourné et monté, mais finit par avoir une petite renommée dans les milieux connaisseurs. On y retrouve les éléments clés de ce qu'est Lynch, un artiste plastique et sonore, un créateur de microcosme, un amoureux de l'étrange, qui n'hésite pas à inclure des scènes assez dérangeantes dans ses films, le tout pour nous faire entrer dans son univers. Le cinéma n'est pas fait uniquement pour raconter des histoires, mettre en scène des mots et des dialogues, mais aussi pour créer une ambiance. Ce que je vois, c'est cette abstraction possible que le film partage avec la peinture. Aller plus loin dans cette abstraction, c'est aller vers une réalité plus profonde, qui existe en parallèle des autres. Eraserhead ouvrira à Lynch les portes d'un second long métrage, Elephant Man, fresque de l'époque victorienne et portrait émouvant d'un homme difforme. Ce film est beaucoup plus classique et est suivi par Dune, une super production hollywoodienne que Lynch considère comme un échec. C'est une expérience cruciale pour lui, qui lui fera comprendre l'importance d'avoir la main sur tous les aspects créatifs afin de réaliser ce qu'il souhaite. C'est désormais la liberté en tant qu'artiste qu'il choisira. Le son et la musique chez Lynch forment une composante essentielle de ses films, depuis ses premiers longs métrages. Et son 4e long métrage, Blue Velvet, reflète magnifiquement cette importance, avec plusieurs chansons interprétées par des acteurs. Des scènes qui restent gravées dans l'esprit du spectateur. L'amour de Lynch pour la musique dépassera d'ailleurs le simple cadre du cinéma, puisqu'il écrira des chansons, produira des artistes et enregistrera même un disque suivi d'une tournée de concerts. Mais la présence de la musique signifie autre chose. C'est avant tout la métaphore des films de Lynch. Car la musique nous fait ressentir, sans même passer par une phase de compréhension ou d'intellectualisation. Nul besoin de comprendre les paroles pour être transporté par une chanson des Beatles. C'est sans doute de la même façon qu'il faut regarder un film de David Lynch. Il ne faut pas chercher à comprendre, au risque de rendre les choses encore plus obscures, mais seulement ressentir. Pas besoin de comprendre toute l'intrigue de Blue Velvet pour être envoûté par l'interprétation de In Dreams. Lynch ne souhaite qu'une chose, nous faire voyager là où seul le cinéma peut aller. En musique, on entend le refrain d'une chanson, puis on l'oublie, puis on l'entend de nouveau, ce qui nous procure un sentiment de bien-être. Puis il disparaît, mais c'est trop tard, on l'a dans la tête. Et au moment où l'on découvre la chanson dans son intégralité, elle nous touche plus, car le refrain a créé une forme d'attente. L'omniprésence de la musique chez Lynch, et en particulier dans Blue Velvet, s'accompagne aussi de motifs récurrents dans la filmographie du réalisateur, notamment l'importance de la scène et des rideaux de velours rouge. Or, en plus d'un renvoi très clair à la musique, ce sont aussi des symboles du double. Un rideau cache quelque chose, une scène dissimule une femme derrière la chanteuse. Ainsi, la scène d'ouverture de Blue Velvet montre explicitement cette dualité avec le monde organique et grouillant sous l'American Dream. Elle renvoie aux expériences de David Lynch, de Chicken Kit et Fish Kit, des œuvres en forme de kit à monter, mais avec des éléments organiques. Le thème du double est donc récurrent chez Lynch, notamment dans les 2 films suivants qu'il réalise, Sailor et Lula, Palme d'Or 1990, et Twin Peaks Fire Walk With Me, en 1992, préquel de la série du même nom, dont nous parlerons plus tard. La dualité chez Lynch est souvent celle du bien et du mal, mais peut prendre différentes formes, et surtout ne met pas réellement l'un en opposition à l'autre. Ce qui intéresse Lynch, c'est la présence de l'un dans l'autre.
Dans Sailor et Lula par exemple, le bien et le mal sont tous les deux présents dans le même univers et les protagonistes passent de l'un à l'autre durant tout le film. Alors qu'on part d'un road movie couplé à une histoire amoureuse, le mal imprègne le récit comme la tache de vomi du motel texan ou la femme blessée au milieu de la route. C'est pour aller derrière ces apparences que Lynch réalise Fire Walk With Me. Ce préquel explore encore plus que la série Twin Peaks le mal inhérent et caché de la société américaine. Cette fois-ci, le mal est donc véritablement caché et semble même appartenir à une sorte d'univers parallèle, intrinsèquement lié au nôtre. C'est la Red Room. Sans jugement, Lynch décrit cette part d'ombre tapie dans chacun de nous qu'il prend plaisir à dévoiler et explorer pour faire éclore des personnages complexes et extrêmement marquants, comme Bobby Peru ou Laura Palmer. Une porte d'entrée de ce monde inexploré est le sexe. À la fois universel, tabou et pulsionnel, le sexe permet de dévoiler une certaine part d'obscurité et de faire face au puritanisme américain qui tente d'enfouir ce mal inhérent à la société que Lynch veut embrasser. Certains aspects du sexe sont troublants, quand il sert à exercer un pouvoir, quand il prend la forme de perversion où il exploite les autres. Le sexe est une porte vers autre chose de puissant et mystique. Après l'échec de Fire Walk With Me, David Lynch devra attendre 5 ans avant de sortir Lost Highway en 1997, film ô combien sur le thème du double, mais qui explore aussi une autre spécificité de Lynch, son humour. Dans le film, on rigolera par exemple lorsque le terrifiant Mr. Eddie donne une leçon de conduite à un chauffard un peu trop virulent. Pourtant, rien a priori ne prête à rire dans cette scène. Mr. Eddie est particulièrement menaçant devant une personne manifestement terrorisée. Mais c'est aussi une scène d'une grande absurdité, et c'est cette absurdité qu'on retrouve partout chez Lynch, et qui, à chaque fois, provoque le rire. Ce motif se comprend avec le concept d'absurdité comique de Bergson. Pour lui, l'absurde peut être une façon de faire rire. Une situation comique naît alors d'une illusion relevant de la folie. Une folie non pas maladive, et donc menaçante, mais acceptée par la société. C'est dans le rêve que cette folie normale apparaît, selon Bergson, qui écrit « L'absurdité comique est de même nature que celle des rêves. Et dans un Lynch comme dans un rêve, on retrouve cette absurdité qui choquerait une personne éveillée, mais qui semble presque naturelle pour le rêveur, c'est-à-dire le spectateur. » C'est là la signature de Lynch, faire passer le normal pour bizarre et le bizarre pour normal. Une partie importante de Blue Velvet m'est apparue en rêve, mais je ne m'en suis pas souvenu tout de suite. Je dis toujours que je préfère rêver le jour plutôt que la nuit, laisser mon esprit vagabonder. Pourtant, j'aime la logique du rêve. Tout peut arriver, et cela finit toujours par avoir un sens. La logique du rêve, au-delà de tout aspect absurde ou comique, est un autre élément essentiel de la filmographie de Lynch, notamment des années 2000 avec Mulholland Drive, devenu culte, et le plus expérimental Inland Empire. Dans Mulholland Drive, la causalité semble avoir disparu, et le film est divisé en 2 grandes parties qu'on pourrait considérer comme une partie éveillée et une partie rêvée. Pour autant, impossible de savoir laquelle est laquelle. La logique du rêve semble avoir pris, en fait, le contrôle de tout le récit. Il s'agit alors de faire confiance à Lynch pour se laisser porter de la même façon qu'on vit un rêve, en le ressentant, sans vraiment pouvoir interagir avec lui. Mais l'apparition du rêve chez Lynch est comme la musique, une métaphore de son film, un mode d'emploi. Il nous ramène directement au processus créatif de Lynch qui s'appuie beaucoup sur le songe et l'intuition. Tout n'a pas une explication et c'est avec une lecture naïve qu'on ressent la puissance du film. Dès lors, plus besoin de s'interroger sur le sens du film. La réponse à cette question est le film lui-même. Le film devient alors une sorte de méditation guidée par Lynch pour explorer les limites de la conscience. Et de fait, le réalisateur pratique la méditation transcendantale depuis le tournage de Eraserhead. L'enseignement du Maharishi est une des parts les plus importantes de sa vie, si bien qu'il a créé en 2005 la fondation David Lynch pour la méditation transcendantale et la paix mondiale, et participera à un documentaire sur le Maharishi après la mort de ce dernier. Pour lui, et comme les rêves en psychanalyse, la méditation permet d'aller chercher au fond de lui-même pour faire rejaillir cet inconscient dans ses films. L'intellect ne vous mènera que jusqu'à un certain point. Vous avez l'intuition. Pour l'artiste, l'intuition est l'outil numéro 1. Une forme de méditation est aussi présente dans la 3e saison de Twin Peaks, dans laquelle les scènes sont parfois étirées à l'extrême, laissant tout le temps à l'esprit du spectateur de vagabonder au gré des images. Twin Peaks est une série créée par David Lynch et Mark Frost en 1990 où l'on suit l'enquête autour du meurtre de Laura Palmer. Ce sera un succès retentissant à l'époque, même si la saison 2 aura nettement moins de popularité. En 2017, Lynch réalise Twin Peaks The Return. La 3e saison de la série est sans doute une de ses plus grandes œuvres. Pensée comme un film de 18 heures, elle nous plonge en plein cœur de l'Amérique du XXIe siècle, comme elle n'a jamais été décrite. On parcourt les États-Unis d'un bout à l'autre, par l'intermédiaire d'un nombre impressionnant de personnages. Et pourtant, chacun d'eux est là pour une raison,
non pas pour le récit ou la résolution du mystère, mais pour être vu par nous. C'est véritablement le regard d'un artiste sur le monde qui l'entoure qu'on retrouve ici. Ce regard n'est jamais dans un jugement frontal, mais délivre une critique de son temps tout en empathie. On se plaît alors à voir le mal apparaître et parallèlement la candeur et la gentillesse peser dans l'autre plateau de la balance. Dans cette dernière œuvre majeure, Lynch explore une foule de microcosmes, toujours avec la même bienveillance qu'en 1999 quand il réalisait Une histoire vraie, road movie émouvant d'un vieil homme parcourant 400 km en tondeuse à gazon pour rejoindre son frère. Et de façon générale, Lynch nous embarque toujours dans un univers complexe et magnifique, qu'il l'ait créé ou non. C'est véritablement dans ce voyage avec le spectateur qu'il excelle. Il a su, tout au long de sa carrière, prendre le plus petit détail pour le développer à l'infini, mais aussi résumer toute une société en quelques fragments magiques. Plein de nostalgie, ses œuvres représentent la plus grande force de Lynch, créer un univers dans lequel on veut entrer et rester. Cette vision semble alors s'élever comme seul rempart face à l'absurde. Les chaînes télévisées incarnaient le théâtre de l'absurde. C'était la nature même de la bête. En parallèle de ses films, Lynch a continué ses travaux en art plastique durant toute sa vie. Il a aussi continué son travail sur la musique et a créé un site internet, puis une chaîne YouTube pour poster ses expérimentations vidéo depuis le début d'internet. Sa vision du monde qui l'entoure et sa façon de nous faire plonger dans des rêves éveillés tout en étant capable de réaliser des films particulièrement émouvants en fait un des réalisateurs majeurs de la fin du XXe siècle. Depuis de nombreuses années maintenant, il vit dans une grande propriété avec ses cigarettes, son café et son quinoa. Tout est à sa disposition pour créer, et il vit ainsi le rêve de l'artiste qu'il a fantasmé si longtemps. Il pose encore un regard pur et beau sur le monde qui l'entoure, pour continuer à rêver, à nous faire rêver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a donné envie de vous plonger dans l'œuvre de Lynch. Si vous la connaissez déjà, je vous recommande la lecture de L'Espace du rêve, une biographie et autobiographie de Lynch. N'oubliez pas de vous abonner, je poste aussi des coulisses sur Insta, et j'attends vos retours avec impatience, et à très vite pour parler d'Agnès Varda.